Dans un monde où les vidéos de 30 secondes règnent en maître, un jeune prodige vient de vaincre les lois de l'algorithme. Comment un YouTuber de 22 ans, connu pour ses vidéos sur Fortnite, a-t-il pu orchestrer un coup de maître avec un docu-montagne, réalisant le meilleur start YouTube français ever? Comment un format de 2h40 a-t-il pu cumuler plus de 24 millions de vues en moins de 4 jours à l'ère des shorts TikTok? Et comment a-t-il pu attirer 340 000 spectateurs dans des salles de cinéma désertées par la jeunesse, à tel point qu'on lui reproche d'avoir enfreint les conventions médiatiques? J'ai fait mon analyse et j'ai compris que tout repose sur un levier puissant. Ce levier est décrit par Yuval Noah Harari, auteur du best-seller Sapiens, comme le principal moteur de la domination humaine. Ce levier, c'est le storytelling. Mais attention, si tu crois que le storytelling consiste simplement à raconter une histoire, tu te trompes. Le storytelling est un art qui repose sur une compréhension profonde de la psychologie humaine. Et cet art, Inox le maîtrise avec une perfection rarement égalée, brouillant la frontière entre réalité, fiction et manipulation. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment il a fait. Et non seulement à la fin, tu auras compris comment il a réalisé 24 millions de vues en moins de 4 jours sur YouTube, mais tu pourras également utiliser tous ces leviers du storytelling dans ta propre vie. Car le storytelling sert à tout moment de notre vie, et l'art de raconter une histoire donne à ceux qui le maîtrisent un avantage imbattable sur les autres. Inoxtag commence à 13 ans en se filmant à jouer sur Minecraft et en publiant ses vidéos sur YouTube. Rapidement, il cumule les abonnés et décide d'amener les expériences qu'il avait dans les jeux vidéo dans la vraie vie. C'est un peu le MrBeast français. Mais en 2023, il fait une annonce inédite. Il veut gravir l'Everest en moins d'1 an de préparation. Et c'est le 14 septembre 2024, après plus de 5 mois de silence radio, que sort Kaizen, un documentaire de 2h40 qui retrace l'épopée de son ascension de l'Everest. En 24 heures, il cumule près de 13 millions de vues, soit près du double du meilleur start YouTube français précédent, un clip de PNL qui avait cumulé 7,5 millions de vues sur la première journée. Mais comment a-t-il réalisé cet exploit? Dans cette vidéo, je te propose d'analyser cette réussite sur les 9 piliers principaux du storytelling. En CE2, on nous apprend que toute bonne histoire suit un schéma narratif, une situation initiale, un élément perturbateur, une suite de péripéties qui amènent à une résolution et une situation finale, souvent accompagnée d'une morale. Et Inox maîtrise ce schéma à la perfection. Inoxtag est un youtubeur parisien perdu dans le vortex de son quotidien intense. Il enchaîne les tournages des vidéos YouTube et les lives sur Twitch le soir. Mais il veut se lancer à un défi qui le travaille depuis plusieurs années, réussir l'ascension de l'Everest. Pour réussir, il va devoir apprendre l'alpinisme, réaliser ses premières ascensions dans les Alpes, rencontrer des personnages secondaires essentiels. Puis, il tente première ascension dans l'Himalaya, l'ascension de Lama Dablam. Dans cette ascension, il manque de renoncer face à la difficulté et finalement réussit à gravir cette première montagne. Mais sa vie de youtubeur est incompatible avec le reste de son entraînement et il doit arrêter pendant plusieurs mois pour se consacrer 100% à son projet, l'ascension de l'Everest. Et lors de l'ascension, il est confronté à de nouvelles péripéties. Les conditions météo se dégradent, il rencontre des alpinistes en difficulté et il est même bloqué dans les embouteillages sur la crête, à quelques centaines de mètres du sommet. Et enfin, il arrive au sommet. Ça y est, Inoxtag est un nouvel homme. Désormais, la barbe longue, déconnecté du téléphone, il cultive le tabac à Cuba. Dis-toi que chaque pouce de riz que je plante, ça donne 1 à 2 grappes de grains de riz. Mais utiliser le schéma narratif n'a rien de vraiment original. Tout le monde l'utilise dans toutes les briques de contenu. Là où Inox et le réalisateur sont des maîtres dans l'art du storytelling, c'est qu'ils vont inclure des micro-histoires partout dans le documentaire. Ils font du storyception. C'est ce qu'on appelle aussi des bombes narratives, des histoires successives ou parallèles qui permettent de maintenir l'audience en alerte. Elles permettent aussi de délivrer en permanence des shoots de dopamine à travers des successions d'émotions. Pour citer un seul exemple de micro-histoire, on peut parler de l'ascension de Lama Dablam. Inox a enchaîné les sommets dans les Alpes et il doit désormais se montrer à lui-même qu'il est capable de dépasser les 6000 mètres d'altitude. Pour ça, se lance un défi, réaliser l'ascension de Lama Dablam, un sommet à plus de 6800 mètres dans l'Himalaya. Mais cette ascension de Lama Dablam est un enchaînement de péripéties.
D'abord, pendant leur acclimatation, l'équipe de l'expédition est atteinte du Covid. Si on voit que ça va vraiment pas, on verra ce qu'on fait après, si on descend ou quoi, on laisse tomber. Ils sont obligés de repousser de plusieurs jours leur départ. Ensuite, au moment de partir, les conditions météo se dégradent, mais ils décident quand même d'y aller. Et c'est enfin quelques centaines de mètres du sommet qu'ils sont épuisés et manquent d'abandonner. Mais heureusement, les qualités du héros sont là pour amener l'équipe jusqu'au sommet. Grâce à sa détermination, Inès emmène son équipe en haut de l'Amas d'Ablam et il le sait désormais, il peut gravir l'Everest. Ces bombes narratives, elles sont partout. Et si l'ascension du Mont Blanc ne fait l'objet que de quelques secondes dans le documentaire, c'est parce qu'elle a déjà sa propre vidéo de 1 heure avec son propre schéma narratif. On verra d'ailleurs plus tard que les personnages secondaires, eux aussi, ont leurs propres histoires. Dans l'histoire, Inox a un problème. Il a déjà plus de 8 millions d'abonnés sur YouTube et sa vie ressemble plus à celle d'un mec du showbiz que du commun des mortels. Donc pour que l'audience puisse rentrer dans l'histoire, elle doit pouvoir la vivre à travers le prisme du héros. Elle doit pouvoir s'identifier à Inès et se dire « j'aurais pu être ce héros ». Pour ça, Inox pose une situation initiale qui est juste parfaite. Une véritable masterclass avec la scène de la salle de bain. Dans cette scène, tout est là pour montrer que sa vie est catastrophique. Alors qu'il devait déménager, il dort depuis 1 an dans la salle de bain de chez ses parents. La baignoire est jonchée d'affaires sales, la salle de bain est en chaos, et il nous explique qu'il ne vient ici que pour dormir. Et c'est pas tout. On voit qu'il mange mal, qu'il dort mal, qu'il court aussi vite que les autres marchent et qu'il passe sa vie sur son téléphone. Voilà, Il marche. Il dit frérot, mon ref, et gros à toutes les phrases. Sa vie est aussi catastrophique et normale que n'importe quelle personne de son âge. Et l'audience peut s'identifier au héros. Et même dans son parcours de héros, tout au long du film, il n'hésite pas à se montrer dans des situations dégradantes. Pleurs, morvonnés, doutes, il a même peur de son père. Et après la descente de l'Amas d'Ablam, il va même jusqu'à reconnaître qu'il a des hémorroïdes. Ça fait 2 jours que j'ai des hémorroïdes, ça fait trop mal. C'est un humain comme les autres. C'est toi ou moi derrière notre écran. Alors oui, on doit pouvoir s'identifier au personnage à travers son mode de vie proche de la moyenne. Mais on doit aussi pouvoir se dire que ce héros, ça pourrait être nous, grâce à la mise en avant de vertus générales qui misent sur l'effet Barnum. L'effet Barnum est un biais cognitif, induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même, en particulier lorsqu'elle met en avant des qualités. C'est pour ça qu'on se reconnaît dans quasiment n'importe quel test de personnalité. Et pour avoir envie d'être ce héros, il doit avoir des ressources cachées, des vertus qui vont nous faire accepter que l'on peut être ce héros. Pour ça, Inès se met en scène dans différentes situations qui vont mettre en avant ses qualités de personnage vertueux. Alors qu'il part de loin, avec une condition physique catastrophique, il s'entraîne dur et quelques mois plus tard, dans une scène où il enlève son t-shirt devant ses amis, il leur annonce qu'il a perdu 8 kilos. Il est passé de grassouillet à sec et enviable. Le héros est déterminé. Pour renforcer sa vertu, il va même jusqu'à se mettre en opposition des méchants. Lorsqu'il découvre les déchets en altitude, il les dénonce et a cette phrase naïve « Que ça soit au Cancas ou à Paris, tu mets à la poubelle quoi. » Le héros est respectueux de l'environnement. Lorsqu'il y a des bouchons sur l'ascension d'Everest, c'est parce que les alpinistes devant lui ne sont pas entraînés. Mais lui s'est préparé durement, le héros est meilleur que les autres. Alors que l'utilisation des Sherpas en Himalaya est un sujet de controverse, ceux qui travaillent avec le héros sont contents d'être là. Dans cette scène cocasse, les Sherpas avec qui il travaille lui racontent que parfois ils doivent aider les alpinistes non entraînés à chausser leurs crampons, voire même à uriner. En opposition, notre héros emmène un Sherpa pour sa première ascension de l'Everest et lui offre au sommet un t-shirt de son basketteur préféré. Le héros valorise les Sherpas. Enfin, durant l'expédition, il est confronté à plusieurs reprises à des alpinistes en difficulté. Dans la descente, il va même jusqu'à donner sa bouteille d'oxygène à un alpiniste qui n'en a plus. Notre héros est prêt à se sacrifier. Inès, le héros, c'est donc un gars comme tout le monde, avec des qualités louables et des vertus que l'on veut tous avoir. Mais pour être un vrai héros, il doit avoir une quête morale, une quête plus grande que lui. Une bonne histoire, ce n'est pas simplement une suite de péripéties. Le héros doit avoir un ennemi. Ici, l'ennemi, c'est lui, son lui d'aujourd'hui. Et pour ça, il pose un enjeu au-delà de l'exploit sportif. Si cette expérience, elle m'a pas changé, c'est le pire échec. Waouh! Même s'il fait le sommet, il considère que ce sera le pire échec.
Et ce n'est pas que pour lui. Il ajoute Que ce soit pour moi ou pour les autres, tu vois. et cette quête, elle est parfaite. Elle est parfaite car elle est universelle. Réalisez vos projets, dépassez-vous. Vous avez les ressources en vous pour braver les pessimistes et vous réaliser. Elle est parfaite car elle est d'actualité. Arrêtez le téléphone, sortez dans la nature, ne soyez pas passif, soyez acteur de vos vies. Elle est parfaite car elle match avec la pensée dominante. Le milieu des années 50 est dominé par une volonté d'élévation collective, l'essor du communisme et du Front populaire. Les 30 dernières années, elles, sont marquées par le développement de l'hyper-individualisme et du capitalisme. Et c'est là que le développement personnel a trouvé une place de choix, devenant la catégorie numéro 1 des livres de non-fiction. Quoi de mieux qu'une idéologie qui vante la possibilité pour chacun de s'élever à la sueur de son front pour devenir meilleur et réaliser ses rêves. Une idéologie qui considère que le collectif est tel qu'il est et que nous avons tous en nous les ressources pour réussir. C'est d'ailleurs juste après la mise en scène de cet enjeu que s'enchaîne un véritable spot publicitaire. Les marques sponsors comme Nike, dont le slogan est Just Do It, ou Fitness Park, dont le slogan est se dépasser, se surpasser, mais aussi Deezer, sont mises en avant comme des marques qui l'aident à mener sa transformation et démarrer sa quête personnelle. Au cours du documentaire, Inès ne cesse de rabâcher son message. Faut se lancer des projets, faut arrêter d'être derrière les écrans et sortez dehors. Si vous avez un projet, faites-le. Écoutez pas les gens. Et il le porte même en dehors, tel un slogan politique qu'il diffuse dans toutes les interviews. C'est sa trame de fond et elle emmène son audience. Derrière ma quête personnelle, chacun peut trouver la sienne et la réaliser. Et moi je filme pour vous inspirer à faire pareil. Ça y est, on est identifié au héros. Il est comme nous, une vie banale pour un être vertueux. Et il a une quête, devenir une autre personne. Mais pour y arriver, il doit évoluer. Alors évidemment, il se met en condition physique. Il apprend l'alpinisme, il arrête YouTube, il déconnecte de son téléphone. Son ascension est constante et à chaque étape, il s'élève un peu plus vers la réussite de sa quête personnelle. Mais il faut un tournant, un moment où ses vertus lui font dépasser sa condition d'humain normal pour devenir le véritable héros. Et une fois de plus, ce moment est incroyablement bien mis en scène. Au début, il apprend l'alpinisme avec Matisse, guide expérimenté qui n'a pas peur. Et lors de l'ascension d'un sommet, celui-ci lui avoue même qu'il ne l'a encore jamais fait. Devant Matisse, Inès, le héros, est admiratif. Il apprend de lui. Matisse est un personnage secondaire de référence, c'est le maître Yoda du héros. Mais pour que l'histoire ait un sens, le héros doit dépasser son maître. Ses qualités doivent surpasser l'expérience et la technique, et c'est à ce moment-là seulement qu'il peut réaliser sa quête. Ce tournant arrive au moment de l'ascension de l'Amas d'Ablam. À quelques centaines de mètres du sommet, tout juste remis du Covid, ils sont épuisés. Ils sont sur le point d'abandonner et tout bon alpiniste sait que renoncer est souvent la meilleure option. C'est la sagesse du maître Yoda et Matisse vient le souligner avec cette phrase « Mais le héros doit réaliser sa quête, il doit dépasser les codes existants. » On va le faire, frère. Ça y est, sa conviction dépasse son manque d'expérience. Son mental de héros, la force de la quête qu'il incarne, lui permettent de dépasser sa condition et repousser ses limites. Ils réussissent l'ascension et Matisse lui avoue. Mec, ça tenait qu'à moi, j'aurais fait demi-tour, mais 10 fois, gros. Ça y est, le héros a dépassé son maître et il est prêt pour accomplir sa mission. Inès est certes un héros inspirant, mais son audience habituelle, c'est plutôt les 15-25 ans. Comment alors toucher un public plus large ? Avec 24 millions de vues, son documentaire touche 3 fois son audience habituelle. Pour ça, il nous faut d'autres héros, des personnages secondaires auxquels on peut s'identifier. On peut en citer 3. Matisse, l'alpiniste qui représente les vrais fans de montagne, les Sherpas qui tentent l'ascension avec lui et qui représentent les minorités, mais surtout ses parents, qui représentent une audience plus âgée et qui ont vraiment leur propre quête dans l'histoire. En préparant cette vidéo, j'ai vu plein de commentaires sur YouTube et sur les réseaux sociaux de parents qui avaient découvert Inoxtag dans ce documentaire et qui avaient adoré. Et s'ils ont autant adoré, c'est parce que les parents d'Inès sont eux-mêmes des personnages secondaires qui ont leur propre quête. Dans son discours au Grand Rex, juste après la première diffusion du documentaire, Inès nous explique que la relation avec son père a été un peu compliquée et que celui-ci ne comprenait pas au début pourquoi il se filmait en train de jouer à des jeux vidéo et pourquoi il mettait ça sur YouTube. Mon père, il comprenait pas trop. C'était compliqué au début. Lui, il voulait juste que j'ai tous de moyenne à l'école et il s'en battait les couilles du reste.
On sent, sans qu'il ne l'explicite vraiment, qu'il y a eu des conflits et des disputes à ce sujet. C'est la situation initiale du personnage de son père. Mais ses parents ont aussi leur propre quête. Ils ont un enfant geek qu'ils ne comprennent pas. Ces personnages sont des gens normaux mais vertueux. D'un côté, ils ne comprennent pas que leur enfant joue aux jeux vidéo, geek et se filme pour mettre ça sur YouTube. Mais de l'autre, ils le laissent faire, non sans batailler avec eux-mêmes. Ils accompagnent leur enfant dans sa quête grâce à des discours philosophiques dignes de vidéos motivationnelles. J'ai aucun regret, parce que enfin, tu découvres la vie. Et le visage masqué pour leur anonymat permet encore plus facilement à chaque parent de s'identifier à eux, de mettre leur propre visage dessus. Les personnages secondaires sont aussi là pour amener de la variété et jouer sur les rythmes. Le meilleur exemple, c'est probablement le Québécois. Emergency, I need toilet. Alors qu'on est dans un moment de tension intense, ils ont démarré leur ascension, ils sont au camp 2, les conditions météo se dégradent, on est en plein vent, et d'un seul coup, le scénario est interrompu par une scène cocasse. Un Québécois leur explique comment il a dégueulassé la tente toilette à cause d'une diarrhée monumentale. Le tout avec un accent authentique qui donne une scène à mourir de rire. J'ai tué la tante. L'intervention de ce personnage est une vraie technique cinématographique qui vient casser le rythme et nous faire changer d'émotion à un moment de tension ultime. Cette touche d'humour permet de relancer le suspense. Et la maîtrise de ces techniques cinématographiques pour gérer les rythmes, elle est partout. Dans une vidéo du Monde qui analyse la réalisation de Mad Max, les journalistes mettent en avant qu'il existe une recette pour maintenir l'attention du téléspectateur à son maximum. Cette recette, c'est la gestion des timings. D'un côté, on va enchaîner une succession de plans très courts, en général inférieurs à 2 secondes, qui vont nous mettre en haleine et nous envoyer des images plein la vue. Puis, d'un seul coup, des scènes très longues, filmées au ralenti, durant 45 secondes à 1 minute, et nous permettant de se reposer avant le prochain enchaînement de plans d'action rapides. Dans Kaizen, ces techniques cinématographiques sont partout. Mais le meilleur exemple, c'est probablement le retour de Lamadablam. Inès retrouve sa vie de youtubeur. Il enchaîne les tournages, les lives, les interviews, et ça nous donne un effet d'accumulation avec des plans séquences très courts. Puis d'un seul coup, on le voit dans un questionnement philosophique nous présenter la véritable quête de son ascension de l'Everest. Là, c'est bon, saturation. J'ai dit oui à trop de trucs. Il doute. Puis, une révélation. Il doit arrêter sa vie de youtubeur pour se consacrer à 100% au projet Everest. S'enchaîne alors une nouvelle suite de plans séquences rapides où il s'entraîne durement jusqu'à la fin du décompte des 1 an. Mais la gestion des timings chez Inox va plus loin. Car pour qu'une vidéo YouTube obtienne un tel succès, remplissant les salles de cinéma et obtenant une diffusion sur TF1, il faut que l'histoire commence bien avant les premières minutes du documentaire. Et sur cette gestion du timing, Inox excelle à nouveau. D'abord, il annonce dans une courte vidéo YouTube digne d'un trailer de film qu'il va se lancer dans l'ascension de l'Everest en moins d'1 an de préparation. Puis, au cours de l'année d'entraînement, à travers des vidéos sur Instagram et quelques contenus YouTube dédiés, il partage l'avancée de son entraînement et ses premières ascensions. Mais 5 mois avant la date butoir, il annonce dans une vidéo qu'il arrête YouTube pour se consacrer à 100% au projet Everest. De une vidéo par semaine, il passe à plus rien. Et pendant 5 mois, il met son audience dans une attente interminable. Et même après sa tentative d'ascension, il disparaît des radars et ne communique pas dessus. Personne ne sait s'il a réussi son projet. 2 semaines avant la sortie, il publie sur sa chaîne YouTube un trailer digne d'une bande-annonce de film qui présente la sortie de son documentaire sur l'épopée de l'ascension de l'Everest, Kaizen. Puis, il réalise une avant-première au Grand Rex, dans laquelle il invite un parterre de stars très divers. Le gratin du YouTube comme McFly et Carlito ou Michou, des sportifs comme Florent Manodou ou encore des rappeurs comme SDM. Ainsi, il bénéficie de leur influence sur les réseaux pour diffuser son documentaire à une audience bien plus large. Et enfin, quand son documentaire sort dans les salles de cinéma, il mise sur le biais d'engagement. Les personnes qui s'y rendent payent une place pour un film qui sera disponible quelques heures plus tard sur YouTube. Ainsi, pour justifier ce choix, elles doivent s'auto-argumenter que le documentaire est exceptionnel. Ça y est, le bouche à oreille est lancé et ces personnes recommandent à n'importe qui de le regarder. La viralité est à son maximum. Pour maintenir une tension narrative, chaque image, chaque plan, chaque scène doit servir l'histoire. Tout le reste est gentiment évincé du script pour garder l'attention de l'audience dans le schéma narratif.
Car sur YouTube, la métrique phare, c'est le temps de visionnage, le watch time. Et on veut que l'audience aille jusqu'au bout du documentaire. Par exemple, contrairement à un documentaire montagne classique, la part d'interviews qui commentent l'aventure est réduite à son minimum. Tout est porté sur l'instant présent et les seules interventions sont là pour renforcer le schéma narratif et la position du héros. Par exemple, Idriss le coach vient expliquer comment Inès s'entraîne et quel est le défi qu'il doit relever pour réaliser l'ascension. À ce moment-là, je vois bien qu'il est pris par trop de trucs en même temps. La description des techniques de montagne est elle aussi réduite à son minimum. Tout alpiniste pourrait s'en insurger, mais ici, on cherche à servir l'histoire. Par exemple, on ne parle que des séracs ou des effets de l'altitude, mais on omet la plupart des techniques manuelles de l'alpinisme traditionnel. Tout ce qui ne sert pas l'histoire n'a juste pas sa place. Et ceux qui dénoncent l'absence du sujet du réchauffement climatique ne l'ont juste pas compris. Lorsque Inès parle des déchets en altitude, ça valorise son histoire et sa position de héros. Lorsqu'il parle de la condition des Sherpas, ça valorise son histoire et ça valorise sa position de héros. Mais parler de la pollution et des émissions de CO2 irait à l'encontre même du schéma narratif. Alors pourquoi il omet l'impact carbone de son expédition ? Emmener une équipe de prod 2 fois en Himalaya, faire des ascensions en hélicoptère et monter du matériel a un impact carbone considérable. On estime à 4 tonnes de CO2 par personne une ascension de l'Everest. Pourtant, Inox n'en fait mention à aucun moment, parce que parler de ce sujet desservirait complètement son histoire. Il ne peut plus être le héros vertueux s'il dit combien il pollue. La quête qu'il met en avant est personnelle et pas écologique. Et tout ce qui ne sert pas son histoire n'a juste rien à faire dedans. Ça y est, le héros a réussi sa mission. Il a gravi l'Everest en moins d'1 an de préparation. C'est un nouvel homme. Il cultive le tabac à Cuba, déconnecté de son téléphone et des réseaux sociaux. C'est un autre Inès. Et à nouveau, alors qu'il définit la morale à travers le nom de son documentaire Kaizen, qui signifie s'améliorer de jour en jour en japonais, on voit un placement pour Nike. Mais Nike est loin de faire l'unanimité. Et si tu veux comprendre comment Nike est en train de perdre des milliards à cause d'un champion d'Ironman, on a décrypté cette histoire dans une précédente vidéo que tu peux voir en cliquant ici.